Mon petit ami m'a retiré mon appareil auditif pour me demander en mariage le jour de mon anniversaire. Il ne savait pas que mes oreilles avaient guéri la semaine dernière. Quand j'ai entendu ces moqueries, je lui ai versé du vin sur la tête. Je m'appelle Olivia et voici l'histoire de comment mon 25e anniversaire est devenu le jour où j'ai cessé d'être sourde et où j'ai commencé à écouter la vérité. Le restaurant scintillait à la lumière des bougies, chaque flamme projetant des ombres dansantes sur les visages des personnes que je pensais aimer. Mon petit ami Tyler avait tout planifié à la perfection, ou du moins c'est ce que je croyais. La salle à manger privée donnait sur la ville, des murs de verre révélant l'étendue des lumières en contrebas comme des diamants éparpillés. Fais un vœu, ma belle, a signé ma meilleure amie Jessica, ses mains bougeant avec les gestes familiers qui étaient devenus notre langage. Elle a désigné le gâteau d'anniversaire qu'on avait apporté, 25 bougies vacillantes. J'ai souri, j'ai fermé les yeux et j'ai souhaité la seule chose que je voulais depuis 6 ans. Entendre à nouveau. Entendre Tyler me dire qu'il m'aimait. Entendre le rire de Jessica que je me souvenais comme étant vif et contagieux. Entendre de la musique, la pluie, le chant des oiseaux, toutes les petites symphonies que j'avais perdues. L'opération avait été un pari risqué. Expérimental. Le docteur Reeves m'avait prévenu que les chances étaient minces, peut-être 15%. Mais la semaine dernière, 7 jours avant ce moment, je me suis réveillé au son de ma propre respiration, le souffle de l'air à travers mes poumons, le bruissement des draps, le bruit magnifique de l'existence. Je ne l'avais encore dit à personne. Le médecin voulait me surveiller pendant 2 semaines avant de le rendre officiel. Et une partie de moi, la partie effrayée et superstitieuse, craignait que si je le disais à voix haute, le miracle disparaîtrait. Le son s'évanouirait à nouveau comme de la fumée. Alors j'ai continué à porter mes appareils auditifs, à signer, à vivre dans mon monde silencieux tout en me noyant secrètement dans le bruit de la réalité. J'ai soufflé les bougies et tout le monde a applaudi. J'ai senti les vibrations à travers la table, j'ai joué mon rôle à la perfection. Puis Tyler s'est levé, sa main s'est approchée de mon visage, ses doigts se dirigeant vers mes appareils auditifs. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas la première fois qu'il les enlevait. Parfois, lors de moments intimes, il les retirait doucement, m'embrassait les oreilles, me disait des choses qu'il pensait que je ne pouvais pas entendre. Des mots doux, j'avais imaginé. Des promesses chuchotées dans le vide de mon handicap. Mais cette fois, alors que ses doigts décrochaient le premier appareil, je l'ai entendu dire, « Tout le monde est prêt ? C'est l'heure du spectacle. » Le spectacle. Pas le moment. Pas la demande en mariage. Le spectacle. Mon sang se glaça, mais je gardai un visage neutre, un sourire doux. Il retira le deuxième appareil auditif, plaça les 2 appareils avec précaution sur la nappe blanche à côté de mon verre de vin. Tout le monde regardait, leur visage rayonnant d'anticipation, puis Tyler s'est agenouillé, sa bouche a bougé, formant des mots. Et cette fois, pour la première fois, j'ai entendu chaque syllabe. « Olivia, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde, » dit-il, sa voix dégoulinante d'une sincérité qui aurait trompé n'importe quel observateur. « Veux-tu m'épouser ?» Des larmes me sont montées aux yeux. De vraies larmes. Parce que pendant un instant, malgré tout, j'ai ressenti la joie que j'avais toujours imaginée pour ce moment. Puis il a jeté un coup d'œil aux autres, et j'ai vu son expression changer. Juste un peu, juste assez. Putain, elle pleure vraiment, murmura-t-il à voix basse, bougeant à peine les lèvres. Jessica, tu me dois $50. Je t'avais dit qu'elle y croirait complètement. Les mots m'ont frappé comme des balles. Jessica a ri. Vraiment ri. Ce son que j'avais tant désiré entendre à nouveau. Mais ce n'était pas le son vif et contagieux dont je me souvenais. C'était cruel, moqueur, aussi tranchant que du verre brisé. Oh mon Dieu, Tyler, regarde son visage. Elle pense vraiment que tu l'aimes. Ma main se figea à mi-chemin de ma bouche. Les larmes sur mes joues passèrent de la joie à toute autre chose. Quelque chose de chaud et de venimeux. Tiens-toi, chuchota Tyler à travers son sourire, toujours à genoux, la boîte à bagues ouverte. Juste le temps que je prenne les photos. Mes parents doivent penser que c'est réel jusqu'à ce que le testament soit finalisé. Le testament. Le testament de ses parents. Tout s'est mis en place avec une clarté écœurante. Les parents de Tyler, Margaret et Steven, m'avaient toujours aimé. Margaret, en particulier, m'avait pris sous son aile après que j'ai perdu Louis, me traitant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Il y a 6 mois,
on a diagnostiqué à Steven un cancer de stade 4. J'avais tenu la main de Margaret à travers ses larmes, je m'étais assise avec eux pendant le traitement, j'avais apporté des repas quand ils étaient trop épuisés pour cuisiner. Le mois dernier, Tyler avait mentionné nonchalamment que ses parents mettaient à jour leur testament. Il avait semblé étrangement satisfait, mais je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Maintenant, je comprenais. Il lui laissait tout, mais seulement s'il était stable, marié à quelqu'un qu'ils approuvaient, quelqu'un comme moi. La fille sourde qui avait fait preuve d'une telle force, d'une telle grâce. La fille dont Margaret disait qu'elle avait fait de son fils un homme meilleur. On en a pour combien de temps? C'était mon autre amie, Rachel, sa voix portant facilement dans la pièce silencieuse. J'ai un rendez-vous à 22h. Juste le temps du dîner, dit Tyler, me souriant toujours comme si j'étais le centre de son univers. Après, elle pourra pleurer toutes les larmes de son corps sourd à la maison et je lui servirai une excuse sur le tract du mariage le matin. Brutal, mec. Mon collègue Jake de l'agence de marketing. Je pensais que c'était un type bien. Tu es sûr qu'elle ne s'en rendra pas compte? Tyler a vraiment ri, se relevant, me tirant avec lui. La boîte à bagues toujours ouverte entre nous. S'en rendre compte? Elle est sourde, pas intelligente. Cette fille croit chaque mot que je lui signe. C'est presque trop facile. La bague scintillait à la lueur des bougies. Zircon cubique, réalisais-je maintenant. Même pas une vraie. D'ailleurs, continua Tyler en me passant la fausse bague au doigt pendant que je restais figé. Une fois que mon père aura cassé sa pipe, les médecins lui donnent 3 mois au maximum, j'aurai mon héritage, je la larguerai et je ferai enfin ce voyage à Bali avec Madison. Madison, sa professeure de yoga. En parlant de ça, dit Jessica, et je l'entendis fouiller dans son sac. Madison a envoyé ça. Je regardais Jessica passer son téléphone. J'entendis leur rire augmenter. Je vis le sourire narquois de Tyler s'élargir alors qu'il jetait un coup d'œil à l'écran. Merde, elle est canon, dit Jake. Mieux que celle-là, demanda Rachel en me désignant comme si j'étais un meuble. Tyler me regarda, puis me regarda vraiment, et je vis la vérité à laquelle j'avais été aveugle pendant 3 ans. Il n'y avait rien dans ses yeux. Aucune affection, aucune chaleur, juste un calcul froid et un mépris à peine voilé. Madison fait vraiment des efforts, dit-il. Celle-là a arrêté d'essayer il y a des années. S'est installée dans le confort. En plus, et ne le prends pas mal, Liv, ajouta-t-il comme si je pouvais l'entendre, ses mains ne bougeant pas pour signer. Le truc de la surdité, c'est un peu un tue-l'amour. Genre, je dois tout répéter et le sexe est juste. Silencieux, bizarre. Plus de rire, le genre qui blesse. Mes mains tremblaient. Tout mon corps tremblait. Mais mon visage restait parfaitement composé, parfaitement sourd et parfaitement inconscient. Alors, c'est quoi le plan? Demanda Jessica. Elle était ma meilleure amie depuis l'université. Elle m'avait tenu dans ses bras quand j'avais pleuré après avoir perdu Louis. Elle avait appris la langue des signes pour moi, du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, je me demandais si elle n'avait appris que ce qu'il fallait pour me manipuler. 3 mois, peut-être 4. Une fois l'argent sur mon compte, je provoquerai une dispute, je lui dirai que je ne peux pas gérer le handicap à long terme, et je me barre. Elle aura le cœur brisé, mais... Tyler haussa les épaules. Elle s'en remettra. Les filles sourdes ont besoin d'amour aussi, n'est-ce pas? Ils ont trouvé ça hilarant. Je suis resté là, une fausse bague au doigt, entouré de personnes à qui j'avais confié mon cœur, et j'ai senti quelque chose en moi non pas se briser, mais se cristalliser, durcir, se transformer en quelque chose de tranchant et d'impitoyable. Mon verre de vin était sur la table, plein d'un cabernet rouge profond. Tyler l'avait commandé spécialement, me disant par signe que c'était mon préféré, ce qui n'était pas le cas. Il ne m'avait jamais vraiment demandé ce que j'aimais. J'ai pris le verre avec précaution, je me suis rapproché un peu de Tyler. Tout le monde riait encore, se partageait les photos de Madison, profitait encore de sa blague privée à mes dépens. Je pensais à Margaret et Steven, à la façon dont Margaret avait pleuré dans mes bras la semaine dernière, me disant combien elle était reconnaissante que son fils ait trouvé quelqu'un comme moi, quelqu'un de vrai, quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Je pensais à la façon dont ils avaient tous joué leur rôle à la perfection. Jessica se faisant passer pour ma meilleure amie. Rachel feignant de se soucier de mon bien-être. Jake étant le collègue solidaire.
tous mentant chaque jour parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas les entendre. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Puis j'ai levé le verre de vin et j'ai versé tout son contenu sur la tête de Tyler. La pièce devint absolument silencieuse. Le vrai silence, pas le faux silence dans lequel j'avais vécu. Le vin rouge cascadait sur le visage de Tyler, dégoulinant de son nez, tachant sa chemise blanche impeccable, celle, coûteuse, qu'il avait achetée spécialement pour les photos de la demande en mariage. Sa bouche était restée ouverte de choc, les yeux écarquillés, figés en plein rire. Tout le monde me regardait, et j'ai souri. « Pensais-tu vraiment, dis-je, ma voix rouillée par des années sans l'utiliser, mais claire et forte, que je ne vous entendrais pas ?» Le visage de Tyler passa du rouge taché de vin au blanc en quelques secondes. « C'est impossible, » murmura Jessica, son visage un portrait d'horreur naissante. « Tu es sourde. » J'étais sourde, corrigeai-je en touchant mon oreille là où l'appareil auditif aurait dû se trouver. Cosmétique maintenant. Temps passé. J'ai été opéré il y a 3 semaines. Complètement guéri mercredi dernier. Drôle de coïncidence, non? Juste à temps pour mon anniversaire. Je regardais les implications faire leur chemin. Je les regardais réaliser que j'avais tout entendu, chaque mot, chaque rire, chaque blague cruelle. Liv, commença Tyler, le vin dégoulinant encore de son col. Ne le fais pas, dis-je en levant une main. N'ose pas prononcer mon nom avec cette bouche menteuse. J'ai retiré la bague en zircon cubique de mon doigt et l'ai laissé tomber dans la flaque de vin sur la nappe blanche. 3 ans, dis-je en les regardant chacun à leur tour. 3 ans de ma vie, et vous étiez tous de mèche. Chacun d'entre vous. Rachel eut la décence de paraître honteuse. Jake ne voulait pas croiser mon regard. Jessica se contentait de me fixer, son visage parfaitement maquillé s'effondrant. Mais Tyler, le choc de Tyler se transformait en autre chose. Quelque chose de dangereux. Combien as-tu entendu, demanda-t-il lentement. Je souris plus largement, sentant mes dents se montrer. Tout. En commençant par c'est l'heure du spectacle et en terminant par les filles sourdes ont besoin d'amour aussi. Chaque mot. Liv, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu m'as utilisé pour manipuler ton père mourant? Comment tu me trompes? Comment tu as compté les jours jusqu'à ce que tu puisses prendre l'argent et t'enfuir? Ma voix devenait plus forte. Ou peut-être veux-tu expliquer comment ma meilleure amie a parié sur ma crédulité? Jessica tressaillit. C'est insensé, dit Tyler en essayant de reprendre le contrôle. Tu interprètes mal. Tes mots, ceux que j'ai parfaitement entendus avec mes oreilles pleinement fonctionnelles. Je ris et cela ressembla à du verre brisé. Dis-moi, Tyler, comment interprète Théon exactement? Elle est sourde, pas intelligente? Il n'avait pas de réponse. J'ai attrapé mon sac à main, sorti mon téléphone et les brandis. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai tout enregistré, du moment où tu as dit c'est l'heure du spectacle jusqu'à juste avant que je ne te baptise au cabernet. Chaque aveu, chaque rire, chaque mot dégoûtant. Le sang quitta tout leur visage. Tu ne ferais pas ça, dit Tyler. Ne ferais pas quoi? L'envoyer à tes parents, aux ressources humaines de mon entreprise où Jake travaille? Le poster en ligne? L'envoyer par email à Madison? Je penchai la tête. Tu as raison. Je ne ferai rien de tout ça. Un soulagement vacilla sur ses traits. Je l'ai déjà fait. Je l'ai envoyé à ta mère il y a 5 minutes. Pendant que vous étiez tous en train de me comparer à Madison, j'étais assise ici à enregistrer et à taper. Elle devrait t'appeler d'une minute à l'autre. Le téléphone de Tyler explosa de son. La sonnerie de sa mère. Sa main tremblait en regardant l'écran. C'est ce que je pensais, dis-je doucement. Tu vois, Margaret vérifie ses messages constamment, surtout tout ce qui te concerne. Et j'ai inclus un message très détaillé expliquant exactement ce que je viens d'apprendre sur le testament, le plan, tout. Le visage de Tyler passa du blanc au gris. Espèce de salope. En fait. Mon père est mourant et tu vas les stresser avec ça. C'est moi qui vais les stresser? Ma voix se brisa, l'émotion transparaissant enfin. Ton père est mourant et tu prévoyais de l'escroquer, d'utiliser son amour pour toi, sa confiance en moi, pour le voler. C'est mon héritage. C'est son argent, à donner à qui il choisit. Et il t'a choisi à la condition que tu sois l'homme qu'il pensait que tu étais. Je tremblais à nouveau, mais pas de peur, de rage.
Tu étais prêt à le laisser mourir en pensant que son fils était bon et décent et amoureux, alors qu'en réalité tu n'es qu'un parasite attendant que ton hôte cesse enfin de respirer. Le téléphone continuait de sonner. Tyler ne répondit pas. Tu sais quelle est la partie la plus triste? Demandai-je, ma voix baissant. Je t'aimais vraiment. La vraie moi aimait le faux toi. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Mais tu n'as même pas pu me respecter assez pour être honnête. Tu as dû te moquer de moi, m'humilier, faire de moi une blague pour tes amis. Olivia, s'il te plaît, tenta Jessica. Ne le fais pas, la coupai-je. Tu as perdu le droit de prononcer mon nom quand tu as décidé que mon handicap faisait de moi une proie facile. Je l'ai regardé une dernière fois, ces gens qui avaient partagé ma vie, mes secrets, mes vulnérabilités, qui m'avaient souri en face tout en complotant dans mon dos. J'espère que vous aurez tous exactement ce que vous méritez, dis-je. Puis je suis sorti de ce restaurant la tête haute, les laissant à leurs explications, à leur panique, à leurs plans ruinés. Je ne le savais pas alors, mais ce n'était que le début. Car la vengeance, j'allais la prendre, est un plat qui se mange froid, avec patience, planification et absolument aucune pitié. Et je venais de prendre la première bouchée. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. L'air nocturne me frappa le visage comme une gifle, froid et vif. J'ai marché 3 pâtés de maison avant que mes jambes ne cèdent, et je me suis retrouvé assis sur un banc au bord de Madison Park, respirant difficilement, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait constamment, texto après texto après texto. Tyler, Olivia, s'il te plaît, réponds. On doit parler. C'est un malentendu. Jessica, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, appelle-moi. Rachel, ce que tu as entendu n'était pas le contexte complet. Jake, ça va se tasser. Pas la peine d'envenimer les choses. Et puis celui qui a fait que mes mains se sont serrées en poing. Tyler, si tu n'effaces pas cet enregistrement, tu vas le regretter. Une menace? Bien sûr que c'en était une. Je les ai tous bloqués, chaque numéro. Puis j'ai ouvert mes emails et trouvé 17 nouveaux messages. La plupart étaient de Tyler, de plus en plus désespéré. L'un était de Margaret. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Olivia, je viens d'écouter ton enregistrement. Je l'ai écouté 3 fois maintenant parce que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis assise ici avec Steven et nous sommes tous les deux sous le choc. Nous avons fait confiance à Tyler pour tout, pour toi. Nous pensions qu'il était enfin devenu l'homme que nous avions prié qu'il soit. Je t'ai dit la semaine dernière à quel point j'étais fier de lui, comment il avait changé depuis qu'il t'avait rencontré. Quel idiote j'ai été. Steven veut que tu saches que le testament est en train d'être modifié immédiatement. Tyler ne recevra rien, sauf ce que la loi exige. Tout le reste ira à la fondation de recherche sur le cancer en notre nom. Je suis tellement désolé, ma chérie, pour tout. Pour la cruauté de mon fils, pour ce qu'il t'a fait subir. Tu méritais tellement mieux. S'il te plaît, viens nous voir quand tu seras prête. Tu seras toujours la bienvenue chez nous, même si notre fils ne l'est pas. Avec amour, Margaret. Je suis resté assis sur ce banc et j'ai pleuré. De vrais sanglots laids et haletants qui s'arrachaient de ma poitrine comme une chose vivante. Des gens passaient, certains s'arrêtant pour me demander si j'allais bien, mais je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais seulement rester là et sentir tout le poids de la trahison s'abattre sur moi. 3 ans. 3 ans de mensonges. Combien de fois Tyler m'avait-il dit qu'il m'aimait? Ses mains bougeant en signe soigné, son visage si sincère. Combien de fois Jessica m'avait-elle serré dans ses bras, me promettant que nous serions toujours des sœurs, jurant qu'elle ne laisserait jamais personne me faire de mal? Combien de fois m'étais-je assise en leur présence, sourde et confiante, pendant qu'ils se moquaient de moi? La cruauté n'était pas seulement dans la trahison. Elle était dans l'exploitation de mon handicap. Ils avaient utilisé ma surdité comme une arme contre moi, un bouclier pour leur tromperie. Ils m'avaient fait sentir que mon handicap me rendait moins digne de la vérité, moins méritante de respect. C'était la partie qui brûlait le plus. Le capacitisme sous-jacent à tout cela.
La supposition que le fait d'être sourde me rendait stupide, me rendait facile à manipuler, me rendait moins qu'humaine. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Olivia? Une voix de femme, inconnue. Je m'appelle Teresa Langford. Je suis avocate chez Whitmore & Associates. Margaret Richardson m'a contacté en votre nom. Je ne comprends pas, dis-je. Margaret veut s'assurer que vous êtes protégé. Juridiquement parlant, Tyler pourrait porter plainte pour diffamation concernant l'enregistrement que vous avez partagé. L'audio lui-même pourrait être considéré comme une violation des lois sur la vie privée, selon les exigences de consentement d'enregistrement de votre État. Elle craint qu'il ne tente de riposter. Mon estomac se noie. Je n'y avais pas pensé. J'avais été si en colère, si blessé, que j'avais juste agi. Cependant, continua Teresa, après avoir examiné votre situation, je pense que nous avons une défense solide. Vous enregistriez une conversation dont vous faisiez partie dans un espace semi-public. De plus, le contenu révèle un comportement potentiellement criminel, en l'occurrence une association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude concernant la manipulation d'un testament. Cela nous donne un avantage significatif. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, dis-je doucement. Margaret a retenu nos services en votre nom. Considérez que c'est réglé. Je fermai les yeux. Même dans son chagrin, même en faisant face à la maladie de Steven et à la trahison de Tyler, Margaret essayait de me protéger. Il y a plus, dit Teresa. Margaret a mentionné que vous travaillez chez Quantum Marketing, n'est-ce pas? Oui. Jake Thornton y est également employé. Compte tenu de ce qui se trouve sur cet enregistrement, vous pourriez avoir des motifs pour une plainte pour environnement de travail hostile. J'aimerais organiser une réunion avec vous et votre service des ressources humaines. Tout allait si vite. Trop vite. J'ai besoin de temps, dis-je. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Mais Olivia, ne les laissez pas vous intimider. Vous n'avez rien fait de mal. Si. Souvenez-vous de ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur ce banc pendant une autre heure, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers mes larmes, écoutant les sons qui m'avaient manqué si longtemps. Klaxons de voitures, sirènes lointaines, bruissement des feuilles dans le parc derrière moi, un couple se disputant à un demi-pâté de maison, un musicien de rue jouant de la guitare avec son étui ouvert pour la monnaie. Tout le bruit de la vie dont j'avais rêvé pendant mes années de silence, et tout ce que je ressentais était le vide. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. L'appartement que je partageais avec Tyler me semblait contaminé maintenant, plein de souvenirs devenus empoisonnés. À la place, j'ai pris une chambre dans un hôtel du centre-ville, un petit hôtel boutique où personne ne penserait à me chercher. La chambre était silencieuse, vraiment silencieuse, pas le silence imposé de la surdité. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation, les sons étouffés des autres clients, le grondement lointain de la circulation. Chaque son me semblait un petit miracle et un fardeau énorme à la fois. J'ai commandé le service d'étage, même si je ne pouvais pas manger. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'évitais depuis que j'avais retrouvé Louis. J'ai écouté mes messages vocaux. 6 ans de messages sauvegardés mais jamais entendus. La voix de ma mère me souhaitant un joyeux anniversaire l'année où j'ai perdu Louis, son ton si inquiet. Des amis prenant de mes nouvelles pendant les premiers mois. Le premier, je t'aime, de Tyler laissé en message parce que j'avais manqué son appel. J'ai commencé par les plus récents et j'ai remonté le temps. Les messages de Tyler des 6 derniers mois étaient révélateurs rétrospectivement. Son ton changeait selon qu'il pensait que je pourrais les entendre d'une manière ou d'une autre ou qu'il laissait juste un message bref. Ceux où il était prudent, aimant, doux, c'étaient les mensonges. Ceux où il semblait irrité, pressé, dédaigneux, c'était la vérité. Il y en avait un du mois dernier. Et, coincé dans les embouteillages. Ne m'attends pas. Aussi, tu as pensé à envoyer cette carte à ma mère. Elle me harcèle à ce sujet. Clic. Il avait raccroché en pleine phrase, se souvenant probablement que je ne pouvais pas l'entendre de toute façon. Et là, enfoui il y a 3 mois, se trouvait un message qui me glaça le sang. La voix de Madison. Tyler, bébé, tu as laissé ta montre chez moi. La chair. Tu devrais la récupérer avant que ta copine sourde ne remarque qu'elle a disparu. Appelle-moi plus tard. Je t'aime. Elle avait appelé mon numéro par erreur.
Elle avait probablement nos 2 numéros enregistrés et avait touché le mauvais contact. Je suis resté là, à regarder la barre de lecture sur l'écran de mon téléphone. Ce n'était pas une nouvelle trahison. C'était une vieille trahison enfin révélée. Il me trompait depuis au moins 3 mois, probablement plus. Et j'étais complètement inconsciente, incapable d'entendre les preuves que toute personne entendante aurait immédiatement décelées. C'est là que le vrai plan a commencé à se former. Pas la vengeance colérique et impulsive de les exposer. C'était fait. L'enregistrement était sorti. Margaret et Steven connaissaient la vérité. L'héritage de Tyler était parti. Non, ça allait être autre chose. Quelque chose de chirurgical, quelque chose qui ferait aussi mal qu'il m'avait fait mal. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Cible 1. Tyler Richardson, principal, 2. Jessica Monroe, 3. Rachel Thompson, 4. Jake Thornton. Pour chaque nom, j'ai commencé une liste. Leur vulnérabilité, leurs secrets, les choses que je savais sur eux après 3 ans d'amitié et de confiance qu'ils regretteraient maintenant d'avoir partagées. Tyler était facile. Sa carrière dans l'entreprise de son père était entièrement basée sur le népotisme. Il avait été promu 3 fois, non pas pour ses compétences, mais parce que Steven croyait qu'il fallait donner des chances à son fils. Sans la protection de son père, et avec son héritage disparu, Tyler n'avait rien. Son appartement était financé par une fiducie de ses parents. Sa voiture était un cadeau. Même ses vêtements chers provenaient de la carte de crédit de Steven. Enlever l'argent de la famille, et Tyler n'était qu'un cadre intermédiaire incompétent sans réelle compétence et un CV rempli de réalisations gonflées. Jessica était plus intéressante. Elle m'avait confié l'année dernière sa certification d'enseignement, et plus précisément comment elle avait triché à l'examen de licence. Elle avait été terrifiée, certaine d'être prise. Je l'avais rassurée, l'avais aidée à surmonter son anxiété. Toute sa carrière était bâtie sur un diplôme frauduleux. Rachel travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques et m'avait un jour raconté, ivre, son activité parallèle de vente de médicaments sur ordonnance à des amis sans ordonnance. Elle en avait ri, appelant ça « aider les gens ». C'était illégal, et elle m'avait donné des noms. Jake était le plus prudent de tous, mais il avait commis une erreur critique. Lors d'une fête d'entreprise, il m'avait montré des emails d'un concurrent, des informations confidentielles qu'il avait reçues d'une ex-petite amie qui y travaillait encore. Le délit d'initié n'était pas son jeu, mais l'espionnage industriel, assurément. Il avait utilisé ces informations pour remporter un compte majeur pour notre entreprise, s'assurant une promotion. J'ai tout tapé, chaque détail dont je pouvais me souvenir. Puis j'ai commencé à faire des recoupements. Qui connaissait qui avait un moyen de pression sur qui, où étaient les points de pression? Mon téléphone vibra. Un autre numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Olivia? Une voix de jeune femme, nerveuse. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. J'ai eu ton numéro par ma mère. Je suis Sarah Richardson, la sœur cadette de Tyler. Je n'avais jamais rencontré Sarah. Elle était partie à l'université à l'étranger, et Tyler la mentionnait rarement. L'enfant prodige n'aimait pas qu'on lui rappelle que ses parents avaient un autre enfant, plus brillant. Salut, dis-je prudemment. Je viens de parler à maman. Elle m'a tout raconté. La voix de Sarah se brisa. Je suis tellement désolé. Tyler a toujours été difficile, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose comme ça. Utiliser quelqu'un comme ça. Pourquoi m'appelles-tu? Parce que je veux aider, dit-elle. Maman et papa sont dévastés. Papa pleure, et il ne pleure jamais. Maman a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Et Tyler, il menace déjà de poursuites judiciaires, disant que tu as violé sa vie privée, que tu les as manipulés. Ma mâchoire se crispa. Bien sûr qu'il le fait. Il essaie aussi de les convaincre que tu mens, que l'enregistrement est truqué ou sorti de son contexte. Sarah fit une pause. Je leur ai parlé des autres fois. Autrefois. Tyler a déjà fait ça avant. Pas exactement la même chose, mais similaire. Il y avait une fille en première année d'université. Il est sorti avec elle parce que son père possédait un concessionnaire automobile, l'a convaincu de lui obtenir une voiture de luxe à prix coûtant, puis l'a largué la semaine après avoir eu le titre de propriété. Une autre fille dont la famille avait une maison de vacances à Aruba.
Il est resté avec eux pendant 2 semaines, l'a demandé en mariage, puis a rompu avec elle le jour de leur retour. Mes mains se resserrèrent sur le téléphone. Il a un schéma très clair. Il utilise les gens pour ce qu'ils peuvent lui donner, puis les jette. Mais il a toujours été assez prudent pour que personne ne puisse le prouver. Cette fois, tu l'as attrapé. La voix de Sarah se raffermit. Et je veux m'assurer qu'il en subisse vraiment les conséquences, des conséquences réelles, pas seulement la perte de son héritage. Que avais-tu en tête? Je suis assistante juridique dans un cabinet à Boston. Je suis spécialisée dans les cas de fraude. Et ce que Tyler a fait convaincre mes parents de structurer leur testament d'une certaine manière tout en mentant sur ses intentions, cela pourrait être poursuivi en justice. Ça s'appelle l'influence indue, et c'est une forme de maltraitance de personnes âgées. Mon souffle se coupa. Maltraitance de personnes âgées. Papa a un cancer. Il est vulnérable. Tyler a exploité cette vulnérabilité pour manipuler un document juridique à son profit. Si nous pouvons prouver l'intention, ce que nous pouvons grâce à ton enregistrement, nous pourrions peut-être le faire inculper. Tes parents accepteraient-ils ça? Porteurs plainte contre leur propre fils. Sarah resta silencieuse un moment. Maman le ferait. Elle est furieuse. Papa a le cœur brisé. Mais c'est aussi un homme de principe. S'il pensait que Tyler a commis un crime, il voudrait que justice soit faite. Nous avons parlé pendant une autre heure. Sarah m'a envoyé des documents, des précédents juridiques, des dossiers. Elle était minutieuse, méticuleuse, et absolument impitoyable quand il s'agissait de son frère. Il a passé toute sa vie à profiter de l'amour et de l'argent de nos parents, m'a-t-elle dit. Il est temps qu'il apprenne que les actions ont des conséquences. Quand nous avons enfin raccroché, j'avais une image beaucoup plus claire de l'histoire de Tyler. Le schéma de manipulation, la série de femmes qu'il avait utilisées, les mensonges qu'il avait racontés à leurs parents pour couvrir ses traces. Et j'avais une alliée. Lundi matin est arrivé trop vite. J'avais profité du week-end pour déménager mes affaires essentielles de l'appartement de Tyler pendant qu'il était parti, où je ne savais pas et ne m'en souciais pas. Ses appels et ses textos s'étaient arrêtés après que je l'ai bloqué, mais j'avais vu sa voiture tourner plusieurs fois autour de l'immeuble comme un requin. Mon nouvel appartement était plus petit, moins cher, dans un quartier moins branché. Mais il était à moi. Pas de souvenirs, pas de contamination. Entrer chez Quantum Marketing, c'était comme entrer sur un champ de bataille. J'étais dans l'entreprise depuis 4 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir directrice de clientèle senior malgré mon handicap. Ou peut-être, murmura une petite voix amère, à cause de lui. Peut-être qu'il m'avait promu pour avoir l'air progressiste et inclusif sans jamais s'attendre à ce que je sois réellement en compétition. Cette pensée me rendit malade. Jake était déjà à son bureau quand je suis arrivé. Il leva les yeux, croisa mon regard, et son visage devint pâle. Il détourna rapidement les yeux, mais je vis ses mains trembler alors qu'il attrapait sa tasse de café. Bien. Qu'il ait peur. Mon bureau était à côté du sien. Une bizarrerie de l'agencement du bureau que j'avais autrefois trouvé amical. Maintenant, cela me semblait stratégique. Je pouvais voir son écran d'ordinateur si j'inclinais ma chaise correctement. Je pouvais entendre ses conversations téléphoniques, chose que je n'avais jamais pu faire auparavant. Je me suis assise, me suis connectée et j'ai commencé à travailler comme si rien n'avait changé, comme si je n'avais pas incendié tout mon cercle social 3 jours auparavant. À 10 heures, mon ordinateur a sonné avec une invitation à une réunion. Salle de conférence DRH 3. Jake l'a vu aussi. Il était également invité. Son visage passa du pâle au vert. L'heure entre l'invitation et la réunion fut atroce. Je pouvais entendre Jake passer des appels, sa voix basse et urgente. Il n'arrêtait pas d'utiliser des phrases comme « malentendu »,« sorti de son contexte » et « environnement de travail hostile ». Il essayait de prendre les devants, de construire sa propre narration. À 10h55, nous nous sommes tous les deux dirigés vers la salle de conférence. Nous n'avons pas parlé, nous ne nous sommes même pas regardés. À l'intérieur de la salle attendaient Brenda Kowalski, la directrice des RH, et David Winters, notre directeur de département. Tous deux avaient l'air sérieux. Brenda nous fit signe de nous asseoir. « Merci à vous deux d'être venus, dit Brenda, son ton professionnellement neutre. Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant la conduite sur le lieu de travail, et nous devons y remédier immédiatement. » Jake se pencha en avant.
Avant que vous ne continuiez, je tiens à déclarer pour mémoire que tout ce qui a été dit en dehors des heures de travail dans un cadre privé ne concerne pas l'entreprise. J'ai droit à la vie privée. Monsieur Thornton, le coupa David. Nous ne sommes pas ici pour débattre des droits à la vie privée. Nous sommes ici pour discuter d'un comportement qui a un impact direct sur ce lieu de travail. Brenda ouvrit un dossier. Olivia, vous avez déposé une plainte formelle vendredi soir concernant des commentaires faits par Monsieur Thornton sur votre handicap. Vous avez également fourni des preuves audio de ces commentaires. Est-ce exact? Oui, dis-je. La mâchoire de Jake tomba. Tu as porté plainte? Tu plaisantes? C'est de la vengeance parce que tu es gêné à propos de Tyler. Monsieur Thornton, la voix de Brenda était sèche. Je vous demande de rester silencieux jusqu'à ce qu'on vous demande de parler. Elle appuya sur un bouton de son ordinateur portable et soudain, la salle de conférence se remplit de sons. Mon enregistrement. La section où Jake avait participé. Elle est sourde, pas intelligente. Cette fille croit chaque mot que je lui signe. C'est presque trop facile. Merde, elle est canonne. Mieux que celle-là. Madison fait vraiment des efforts. Celle-là a arrêté d'essayer il y a des années. La voix de Jake riant avec les autres, faisant des blagues, me déshumanisant. L'enregistrement s'arrêta. Le silence remplit la pièce. Le genre de silence inconfortable. Monsieur Thornton, dit lentement David. Pouvez-vous expliquer cela? C'était une blague, dit désespérément Jake. Une mauvaise blague de mauvais goût, mais juste une blague. On buvait tous. Et vous avez fait des commentaires désobligeants sur le handicap d'une collègue, dit Brenda. Vous avez participé à une conversation qui se moquait explicitement de Madame Summers parce qu'elle était sourde. Vous l'avez comparée négativement à une autre femme. Et selon l'enregistrement complet, vous avez fait tout cela en sachant qu'elle ne pouvait pas vous entendre. L'enregistrement complet montre que j'ai à peine dit quoi que ce soit, protesta Jake. C'est surtout Tyler et Jessica. J'ai juste ri quelques fois. Vous avez participé, dit David. C'est suffisant. De plus, continua Brenda en sortant un autre document. Nous avons mené une enquête distincte sur le compte Anders, celui que vous avez remporté le trimestre dernier. Le visage de Jake passa du vert au gris. Nous avons reçu un tuyau anonyme la semaine dernière suggérant une conduite inappropriée concernant la façon dont vous avez obtenu des informations sur leurs besoins et leur budget. Nous avons depuis obtenu des emails par assignation qui confirment que vous avez reçu des informations confidentielles d'une source de leur ancienne agence de marketing. Je peux expliquer. Espionnage industriel, Monsieur Thornton. Vous avez utilisé des informations obtenues illégalement pour remporter un client. David se leva. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera pour emballer vos affaires. Votre dernier chèque de paie vous sera envoyé par la poste. Jake me regarda et pour la première fois, je vis une peur réelle dans ses yeux. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as dénoncé. Non, dis-je calmement. J'ai signalé votre comportement à mon dîner d'anniversaire. L'enquête sur votre espionnage industriel était apparemment déjà en cours. Drôle de coïncidence, cependant. C'était un mensonge. J'avais envoyé le tuyau anonyme moi-même vendredi soir en utilisant un compte email jetable et en incluant juste assez d'informations pour les mettre sur la bonne voie. Teresa, l'avocate engagée par Margaret, m'avait conseillé sur la façon exacte de le formuler pour éviter des répercussions juridiques. Jake ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Vous détruisez des vies parce que vos sentiments ont été blessés. Non, dis-je. Je tiens les gens responsables de leurs actes. Il y a une différence. La sécurité arriva. Jake fut escorté dehors, protestant toujours, insistant toujours que c'était un malentendu. Après son départ, Brenda se tourna vers moi. Je veux que vous sachiez que nous prenons la discrimination sur le lieu de travail très au sérieux. Les commentaires faits sur votre handicap sont inacceptables et nous aurions dû favoriser un environnement où vous vous sentiez en sécurité pour signaler vos préoccupations plus tôt. Merci, dis-je. Nous sommes également prêts à offrir des services de soutien, des conseils si nécessaire, et si vous êtes mal à l'aise de rester dans votre équipe actuelle compte tenu des circonstances, nous pouvons discuter de transfert. J'y ai pensé, à fuir, à me cacher,
à les laisser gagner en me faisant être celle qui devait changer. Non, dis-je. J'aime mon équipe. Je suis bonne dans mon travail. Je ne vais nulle part. David sourit réellement. Bien. Nous détesterions vous perdre. Vous êtes l'une de nos meilleures. En quittant la salle de conférence, je sentis quelque chose changer en moi. Le premier domino était tombé. Jake était parti, sa carrière en ruine, faisant face à des poursuites judiciaires potentielles pour espionnage industriel. Un de moins, 3 à faire. Jessica était plus difficile à atteindre. Après l'avoir bloquée, j'avais coupé sa ligne directe avec moi, mais je connaissais ses habitudes, ses schémas. Je savais qu'elle enseignait en 3e année à l'école primaire de Riverside, qu'elle surveillait le déjeuner le mardi, qu'elle s'arrêtait toujours au même café avant l'école. Je ne voulais pas la confronter. Je voulais quelque chose de plus permanent. Mardi matin, je m'habillai avec soin, professionnel mais accessible, et je me rendis au bâtiment du département de l'éducation de l'État, en centre-ville. J'avais pris rendez-vous sous un faux nom, prétendant avoir besoin de vérifier les qualifications d'un enseignant pour une candidature à une école privée. L'employée était une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et aux chaussures raisonnables. « Comment puis-je vous aider ? J'envisage plusieurs tuteurs privés pour mon neveu, dis-je en mentant avec aisance. L'une d'entre eux, Jessica Monroe, dit qu'elle est certifiée par l'État. Je veux juste vérifier ses qualifications avant de l'embaucher. Bien sûr, laissez-moi vérifier ça. Elle tapa sur son ordinateur. Monroe. Jessica Monroe. La voici. Elle a reçu sa certification il y a 3 ans. Tout est à jour et valide. Puis-je voir le certificat lui-même, demandai-je. Je suis désolé d'être difficile, mais nous avons déjà eu des problèmes de fraude. Pas difficile du tout. C'est intelligent de vérifier. Elle imprima le document officiel et me le tendit. Voici une copie de sa certification. Vous pouvez voir les résultats de l'examen ici. Elle a réussi avec d'excellentes notes. Je regardai les résultats. Des scores parfaits dans plusieurs sections. Suspectement parfaits. Ce sont des résultats exceptionnels, dis-je prudemment. Je suis assez impressionné. Elle a dû étudier très dur. L'employé sourit. Nous sommes fiers de nos enseignants. Des normes élevées font de bonnes écoles. Je suis parti avec le document et j'ai conduit directement chez un spécialiste en cybersécurité que j'avais trouvé par l'intermédiaire de Sarah. Il s'appelait Liam, et il ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Sweat à capuche, plusieurs moniteurs, des boissons énergisantes éparpillées sur son bureau. « Vous voulez que je trouve des preuves de tricherie à un examen d'État » demanda-t-il en haussant un sourcil. C'est une grosse demande. Ces systèmes sont censés être sécurisés. Censés l'être, j'acquiesçai. Mais Jessica m'a dit qu'elle avait acheté les réponses d'une société de préparation aux tests qui avait accès aux vraies questions. Elle était ivre quand elle me l'a dit, terrifiée d'être prise, mais elle m'a donné des détails. Le nom de la société était EduPrep Solutions. Les doigts de Liam volaient déjà sur son clavier. EduPrep Solutions. Compris. Ils ont été fermés il y a 2 ans pour exactement ça, vendre de vraies questions d'examen. Il y a eu tout un scandale. Il afficha des articles. Ça dit ici qu'ils avaient quelqu'un à l'intérieur du centre d'examen qui a divulgué les questions. Donc si Jessica les a utilisés, ces scores correspondraient à ceux d'autres personnes qui les ont également utilisés. Exactement. Et si je peux trouver le jeu de questions divulgué? Plus de frappes au clavier. Et, c'est intéressant. Le Conseil de l'éducation de l'État a conservé des dossiers de cas de tricherie présumés. Ils ont signalé les comptes qui avaient des schémas de réponses inhabituels, comme des scores parfaits dans des sections qui posent habituellement problème aux gens. Il tourna l'un de ses moniteurs vers moi. Une liste de noms, tous signalés pour enquête, mais jamais poursuivis par manque de preuves. Jessica Monroe était sur la liste. Peux-tu me donner les détails de son examen? Demandai-je. Techniquement, non, dit Liam. Mais si quelqu'un déposait une plainte formelle pour fraude au diplôme présumé, le Conseil de l'État serait tenu d'enquêter. Et s'ils enquêtaient, ils sortiraient ces dossiers exacts. Comment quelqu'un déposerait-il une plainte? Il fit glisser un morceau de papier vers moi. Portail en ligne anonyme. Il suffit de fournir suffisamment d'informations spécifiques pour justifier une enquête. J'ai passé l'heure suivante avec Liam à rédiger la plainte parfaite.
Nous avons inclus le lien avec EduPrep, le moment de sa certification, le statut signalé de son compte. Nous l'avons rendu suffisamment détaillé pour être crédible, mais suffisamment vague quant à la source. Cela déclenchera un examen automatique, dit Liam. Ils sortiront son examen, le compareront aux questions divulguées, vérifieront ses schémas de réponse par rapport à des tricheurs connus. Si elle a utilisé ses réponses de test, ils le trouveront. Et alors? Certification révoquée. Elle perdra sa licence d'enseignement, et fera peut-être face à des poursuites pénales pour fraude. J'ai déposé la plainte ce soir-là. J'ai utilisé un VPN, un email jetable, j'ai soigneusement effacé mes traces. Puis j'ai attendu. 2 semaines plus tard, le monde de Jessica a explosé. Je l'ai vu d'abord sur les réseaux sociaux. Une de ses amies enseignantes a posté « Je n'arrive pas à croire ce qui arrive à Jessica. Tellement injuste. C'est une enseignante si dévouée. » Puis une autre. L'école primaire de Riverside a perdu une perle aujourd'hui. Ce système est défaillant. J'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé un article de presse locale daté de ce matin-là. Une enseignante locale perd sa certification dans les suites d'un scandale de test. L'article détaillait comment Jessica Monroe avait été reconnue coupable d'avoir utilisé des questions de test obtenues frauduleusement pour son examen de certification. Le Conseil de l'État avait révoqué sa licence en attendant une enquête complète. L'école primaire de Riverside avait mis fin à son emploi immédiatement. Sa carrière soigneusement construite, partie en une seule journée. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est toi qui as fait ça. La voix de Jessica, brute de larmes. Je sais que c'était toi. Qui d'autre aurait su? Je ne sais pas de quoi tu parles, dis-je calmement. Ne mens pas. Tu es la seule personne à qui j'ai parlé d'EduPrep. Tu détruis tout ce qui était à ce dîner. Je ne détruis personne, dis-je. J'aide juste la vérité à éclater. Tu t'es détruite toi-même quand tu as décidé de tricher. J'avais besoin de ce travail. J'ai des prêts étudiants, un loyer. Tu en avais besoin, répétais-je. Alors tu as triché. Tu as bâti toute ta carrière sur un mensonge. Dis-moi, Jessica, combien d'enfants as-tu enseigné? Combien de parents t'ont confié leurs enfants en croyant que tu étais qualifié? Elle sanglotait maintenant. Tu es cruel. Je suis juste, corrigeai-je. Tu as triché. Tu t'es fait prendre. Tu subis les conséquences. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la justice. Tyler avait raison à ton sujet, cracha-t-elle. Tu es vindicative. J'ai raccroché, j'ai bloqué le numéro, je suis retourné au travail. 2 de moins. Rachel était plus prudente que les autres. Après le licenciement de Jake et le scandale de la certification de Jessica, elle avait clairement réalisé qu'elle pourrait être la prochaine. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux, changé de numéro de téléphone, et même déménagé. Mais elle ne pouvait pas changer de travail. Elle avait besoin de son poste de représentante pharmaceutique chez Meridian Health Solutions. C'était son revenu, sa carrière, son identité. Et c'était bâti sur des activités illégales. J'avais gardé des dossiers méticuleux au fil des ans, non pas parce que je planifiais cela, mais parce que j'étais naturellement organisé. Mon téléphone avait des photos de fêtes, y compris une où le sac à main de Rachel s'était renversé et sa réserve de pilules sur ordonnance illégale s'était éparpillée sur la table. Elle en avait ri, disant qu'elles étaient pour des amis qui ne pouvaient pas se permettre de voir un médecin. À l'époque, je pensais qu'elle était généreuse, aidant les gens qui avaient besoin de médicaments mais n'avaient pas d'assurance. Maintenant, je voyais ce que c'était, un crime. J'ai contacté Teresa, l'avocate. J'ai des preuves de quelqu'un qui distribue illégalement des médicaments sur ordonnance. Qu'est-ce que je fais avec ça? Signalez-le aux autorités compétentes, a dit Teresa. Dans ce cas, ce serait soit la police, soit le Conseil de l'ordre des pharmaciens de l'État. Compte tenu de la nature de l'infraction, je recommanderais la DEA. Il s'occupe du trafic de médicaments sur ordonnance. Ça semble extrême. Ça ne l'est pas. Les médicaments sur ordonnance peuvent être dangereux s'ils ne sont pas correctement surveillés par un médecin. Elle ne fait pas que violer la loi. Elle nuit potentiellement aux gens. Teresa m'a mise en contact avec un agent de la DEA. Il s'appelait Martinez et il a pris ma déclaration au sérieux. J'ai fourni les photos, les noms des personnes que Rachel fournissait,
les dates approximatives. J'ai également mentionné que Rachel travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, ce qui lui donnait accès à des échantillons de médicaments. Nous allons enquêter, a dit Martinez. Si ce que vous dites est vrai, elle risque des accusations fédérales. Je n'essaie pas de ruiner sa vie, dis-je, me surprenant par la vérité de mes propos. Je veux juste que justice soit faite. Madame, a suggéré Martinez, vous ne ruinez pas sa vie. Elle l'a fait elle-même. Vous vous assurez simplement qu'elle ne continue pas à enfreindre la loi. L'enquête a duré 3 semaines. Pendant ce temps, je n'ai rien entendu de Rachel directement, mais par des connaissances communes, j'ai appris qu'elle devenait paranoïaque. Convaincue que quelqu'un la suivait, ayant peur de vendre des pilules, même à ses clients habituels. Elle savait que quelque chose se préparait. Elle ne savait juste pas quand. La descente a eu lieu un jeudi après-midi. Des agents de la DEA se sont présentés chez Meridian Health Solutions avec un mandat. Ils ont saisi son ordinateur portable d'entreprise, son téléphone, ses dossiers. Ils ont interrogé ses collègues. Ils ont fouillé son bureau et ils ont tout trouvé. Non seulement la distribution illégale de pilules, mais aussi des preuves qu'elle volait des échantillons de médicaments de l'entreprise depuis des années, qu'elle avait falsifié des dossiers, qu'elle avait vendu des substances contrôlées à des dizaines de personnes sans ordonnance. Rachel a été arrêtée à son bureau, sortie menottée pendant que ses collègues regardaient. L'entreprise a publié une déclaration. Meridian Health Solutions a une tolérance zéro pour les activités illégales. L'emploi de Mademoiselle Thompson a été résilié et nous coopérons pleinement avec les enquêteurs fédéraux. J'ai reçu un email de Martinez. Nous n'aurions pas pu monter ce dossier sans vos informations. Mademoiselle Thompson fait face à de multiples accusations criminelles. Merci d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai regardé cet email pendant un long moment. Ce qu'il fallait, était-ce le cas? Ou est-ce que je leur faisais juste du mal parce qu'ils m'avaient fait du mal? Mais alors je me suis souvenu du visage de Rachel à mon dîner d'anniversaire, la moquerie, le rire, le manque total de remords alors qu'elle participait à mon humiliation. Et je me suis souvenu de toutes les personnes qui auraient pu être blessées par les pilules qu'elle distribuait sans surveillance médicale. Des gens qui lui faisaient confiance, qui pensaient qu'elle aidait, tout comme je leur avais fait confiance à tous. 3 de moins, 1 à faire. Tyler était différent. Tyler n'était pas seulement mon ex-petit ami. Il était l'architecte de tout cela, le chef de file, celui qui avait orchestré mon humiliation et prévu de profiter de la manipulation de son père mourant. Le faire tomber nécessitait quelque chose de plus que d'exposer des crimes passés. Il fallait démanteler toute sa vie, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il comprenne ce que cela faisait de tout perdre. J'ai commencé par son travail. Steven Richardson possédait Richardson Enterprises, une entreprise d'import-export de taille moyenne. Tyler détenait le titre de directeur des opérations, un poste qui semblait impressionnant mais qui était essentiellement fictif. Il arrivait en retard, partait tôt et passait la plupart de son temps à jouer au golf avec des clients. Avant que ses parents n'apprennent la vérité sur la demande en mariage, Tyler était intouchable. Le fils bien-aimé de Steven, l'héritier présomptif. Après l'enregistrement, Steven lui parlait à peine. Mais Steven était aussi mourant. Cancer du pancréas de stade 4, 3 mois s'il avait de la chance. Il n'avait pas l'énergie pour un démantèlement prolongé du poste de son fils. Margaret se concentrait sur les soins à Steven, pas sur la restructuration de l'entreprise. Alors, je suis allé voir Sarah. Steven possède toujours l'entreprise, n'est-ce pas, ai-je demandé lors de l'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Tyler peut pas prendre de décision majeure sans son approbation. C'est exact, dit Sarah. Pourquoi? Parce que Tyler a détourné des fonds. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis, explique. J'avais passé des semaines à fouiller dans l'empreinte numérique de Tyler. Il était paresseux et arrogant, ce qui signifiait qu'il était aussi négligent. Il m'avait envoyé des photos de son bureau, se plaignant du travail. En arrière-plan de ces photos se trouvaient des détails, des papiers sur son bureau, des fichiers ouverts sur son ordinateur, des post-it avec des mots de passe. Avec l'aide de Liam, j'avais reconstitué un schéma. Tyler créait de faux comptes fournisseurs, approuvait des paiements à ses sociétés inexistantes et transférait l'argent sur des comptes personnels. Ce n'étaient pas des montants massifs. Quelques milliers ici, quelques milliers là. Sur 3 ans, cela représentait près de 200 000 $. Il le fait depuis qu'il a été promu directeur des opérations,
ai-je dit à Sarah. Le service comptable ne s'en aperçoit pas parce qu'il approuve lui-même les paiements. Steven lui fait confiance, donc personne ne pose de questions. Sarah a demandé des preuves. Je lui ai tout envoyé, capture d'écran, relevé bancaire obtenu par des méthodes que je n'ai pas demandé à Liam d'expliquer, faux contrat de fournisseur. C'est suffisant pour des poursuites, dit lentement Sarah. Mais papa. Il est si malade, Olivia. Je ne sais pas s'il supportera de découvrir que Tyler le vole. Il doit le savoir, dis-je. Et Tyler doit faire face à des conséquences réelles. 3 jours plus tard, Steven a convoqué une réunion du conseil d'administration. Malgré sa maladie, il y a assisté en personne, Margaret à ses côtés, Sarah présente par appel vidéo. Tyler s'est présenté en s'attendant à un examen trimestriel standard. Au lieu de cela, il a trouvé une table pleine de cadres, le conseiller juridique de l'entreprise et un comptable judiciaire. La voix de Steven était faible mais claire. Tyler, tu es démis de tes fonctions avec effet immédiat. De plus, l'entreprise dépose des accusations criminelles pour détournement de fonds et fraude. Le visage de Tyler devint blanc. Quoi? Papa, c'est une erreur. Quelqu'un me piège. Nous avons 3 ans de preuves, dit le comptable judiciaire en affichant des graphiques sur l'écran de la salle de conférence. Faux fournisseur, contrat falsifié, dépôt direct sur des comptes liés à vous. Ce n'est pas une erreur. Tyler regarda autour de la pièce, désespéré. Ses yeux se posèrent sur Margaret. Maman, tu ne peux pas croire ça. C'est Olivia. Elle essaie de me détruire parce que j'ai rompu avec elle. Elle. Tu n'as pas rompu avec elle, dit doucement Margaret. Tu l'as utilisée. Tu nous as menti, à nous, à elle, à tout le monde. Et apparemment, tu as volé ton père pendant qu'il est mourant. Je ne volais pas. C'est mon entreprise aussi. Je n'étais que. Tu étais un employé, coupa le conseiller juridique. Tu n'avais aucune participation. Chaque dollar que tu as pris était un vol. Steven regarda son fils avec une expression que je reconnus dans la voix de Margaret sur l'enregistrement. Un mélange de chagrin et de dégoût. Je t'ai tout donné, Tyler. Chaque opportunité, chaque chance de te prouver, et tu as tout jeté. Tout. Pour de l'argent dont tu n'avais même pas besoin. Papa, s'il te plaît. La sécurité va te raccompagner. Tes affaires personnelles te seront envoyées par la poste. Si tu tentes d'entrer à nouveau dans ce bâtiment, tu seras arrêté pour violation de propriété. La voix de Steven se brisa. Je ne veux pas te voir. Pas à l'hôpital. Pas à la maison. Tu n'es plus le bienvenu. Tyler pleurait maintenant. De vraies larmes, mais elles ressemblaient plus à de la colère qu'à du remords. Vous le regretterez, vous tous. Je poursuivrai pour licenciement abusif, pour diffamation, pour... Pourquoi? La voix de Sarah se fit entendre par l'appel vidéo. Froide et précise. Pour t'avoir surpris en train de commettre des crimes? S'il te plaît, essaie. J'adorerais ajouter plus de preuves au dossier pénal. La sécurité arriva. Tyler se débattit, criant à la trahison, à la conspiration, à la façon dont tout cela était de la faute d'Olivia. Sa voix résonna dans le couloir alors qu'il l'entraînait dehors. Après son départ, Steven s'affaissa sur sa chaise. Margaret posa une main sur son épaule. Merci, dit Steven à la salle en général. Mon fils est peut-être un voleur et un menteur, mais au moins il ne continuera pas à nuire à cette entreprise. J'ai assisté à cette scène depuis l'ordinateur de Liam, qui avait piraté les caméras de sécurité du bâtiment à ma demande. C'était surréaliste de voir le dernier domino tomber. Tyler était renvoyé, faisait face à des accusations criminelles, coupé de sa famille, son héritage disparu, sa réputation détruite. Tout ce sur quoi il avait bâti sa vie, parti en une seule réunion. J'aurais dû me sentir victorieuse, satisfaite, quelque chose. Au lieu de ça, je me sentais vide. 3 mois passèrent. Jake était inemployable dans le marketing après que la nouvelle de son espionnage industriel se soit répandue. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la vente au détail dans un grand magasin, gagnant à peine de quoi payer son loyer. Jessica a perdu sa carrière d'enseignante. Elle a tenté de faire appel de la révocation de sa certification, mais les preuves étaient trop claires. Elle travaillait maintenant comme barista,
son diplôme en éducation ne valant rien, sa réputation dans l'éducation détruite pour toujours. Rachel attendait son procès pour 14 chefs d'accusation fédéraux liés au trafic de médicaments sur ordonnance. Sa caution a été fixée à 100 000 $, qu'elle n'a pas pu payer. Elle était en prison préventive et, d'après le calendrier du procureur, elle y resterait probablement jusqu'à son procès dans 8 mois. Si elle était condamnée, elle risquait jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Tyler attendait également son procès. Détournement de fonds, fraude, tentative de fraude à l'héritage et une douzaine d'autres accusations que Sarah continuait d'ajouter à mesure qu'il découvrait d'autres de ses méfaits. Sa caution a été fixée encore plus haut. Contrairement à Rachel, il avait réussi à la payer, mais seulement parce qu'un ancien ami de l'université avait eu pitié de lui. Il vivait dans un studio dans le pire quartier de la ville, travaillant comme livreur. Sa vie était complètement démantelée. Je les ai tous détruits, systématiquement, impitoyablement, complètement. Et je ne ressentais rien. Mon oui était complètement rétabli. J'avais été autorisé par le docteur Reeves à arrêter de porter les appareils auditifs. Je pouvais tout entendre, chaque conversation, chaque murmure, chaque son qui m'avait manqué pendant 6 ans. Mais au lieu de joie, je me sentais vide. Le travail allait bien. J'avais été promu après le départ de Jake, j'avais récupéré ses comptes et une augmentation. Les gens me traitaient avec un respect prudent qui ressemblait plus à de la peur qu'à une véritable considération. Ils avaient vu ce qui arrivait aux gens qui me contrariaient. J'étais devenu l'exemple à ne pas suivre, la fille sourde qui avait tout entendu et détruit tous ceux qui lui avaient fait du tort. Mon appartement était silencieux. Vraiment silencieux, pas le faux silence de la surdité. Je pouvais entendre mes voisins se disputer à travers les murs. Je pouvais entendre la circulation dehors. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque dans le silence de la nuit. Et j'étais seul. Steven est mort 6 semaines après le licenciement de Tyler. Le cancer s'était propagé plus vite que prévu. Margaret m'a appelé pour me l'annoncer, sa voix brisée. Il a demandé de tes nouvelles à la fin, a-t-elle dit. Il voulait savoir si tu allais bien, si tu avais trouvé le bonheur. Lui as-tu dit la vérité? Je lui ai dit que tu étais forte, a dit Margaret. Que tu allais t'en sortir. Nous savions toutes les deux que c'était un mensonge. Les funérailles furent modestes, privées, réservées à la famille proche. Tyler n'était pas invité. Sarah m'a dit plus tard qu'il s'était quand même présenté, avait essayé de forcer le passage, et avait dû être escorté par la police. Il est complètement déséquilibré, a dit Sarah. Il blâme tout le monde sauf lui-même, surtout toi. Est-il dangereux? Je ne sais pas. Il est désespéré, en colère, humilié. C'est une mauvaise combinaison. J'ai commencé à regarder par-dessus mon épaule, à vérifier 2 fois mes serrures, à varier mes itinéraires pour aller au travail. Mais l'attaque, quand elle est venue, n'a pas été physique. Elle a été numérique. Quelqu'un a créé un site web, d'apparence professionnelle, détaillé, convaincant. Il racontait l'histoire d'une femme vindicative qui avait utilisé un handicap pour susciter la sympathie, puis avait systématiquement détruit la vie de personnes innocentes à cause d'un malentendu. Le site web contenait des photos de moi, des informations sur mon passé, des détails sur le licenciement de Jake, la perte de certification de Jessica, l'arrestation de Rachel, les accusations de Tyler. Il me dépeignait comme une manipulatrice experte qui avait enregistré illégalement une conversation privée, puis l'avait utilisée comme une arme pour ruiner des vies. C'est devenu viral. En quelques jours, je suis devenu célèbre sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. Des articles ont repris l'histoire, la vengeance d'une femme sourde va trop loin, quand les victimes deviennent des bourreaux, et l'éthique des représailles disproportionnées. Les sections de commentaires se sont remplies d'opinions. Certains me soutenaient, qualifiant mes actions de justifiées. Mais beaucoup plus me condamnaient, disant que j'étais allé trop loin, que j'étais aussi mauvaise que les personnes que j'avais ciblées. Mes réseaux sociaux se sont remplis de messages de haine, de menaces de mort, de doxing. Les gens ont découvert où je travaillais, où je vivais. Les lignes téléphoniques de Quantum Marketing ont été inondées d'appels exigeant mon licenciement. Brenda m'a convoqué dans son bureau. On subit des pressions, a-t-elle dit, de la part des clients, des autres employés, du public. Cela devient un handicap. Vous me renvoyez? Non. Mais je veux que vous compreniez que la situation est précaire. Si cela continue à s'aggraver,
nous devrons peut-être reconsidérer votre position pour le bien de l'entreprise. J'ai quitté son bureau en sentant les murs se refermer sur moi. Cette nuit-là, quelqu'un a peint à la bombe le mot « vindicative » sur l'entrée de mon immeuble. Les pneus de ma voiture ont été crevés. Ma boîte aux lettres a été remplie de courriers haineux. Je suis resté assise dans mon appartement, écoutant les sirènes dehors, les voisins bavardant sur moi dans le couloir, le bruit ambiant d'une ville qui me semblait soudain hostile. Et je me suis demandé s'ils n'avaient pas raison. Peut-être que j'étais allé trop loin. L'enregistrement était justifié. Ils s'étaient moqués de moi, avaient prévu de m'utiliser, avaient traité mon handicap comme une arme contre moi. Ils méritaient d'être exposés. Mais tout ce qui a suivi, le démantèlement calculé de leur vie, la destruction systématique de leur carrière, de leur liberté, de leurs avenirs, était-ce de la justice ou juste de la vengeance déguisée en vertu? Mon téléphone sonna. Margaret. J'ai vu le site web, dit-elle. Olivia, je suis tellement désolé. C'est Tyler. Je sais que c'est lui. Peux-tu le prouver? Non, mais je connais mon fils. C'est exactement le genre de choses qu'il ferait. Elle fit une pause. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas, admis-je. Je pensais que me venger me ferait me sentir mieux, justifié. Mais je me sens juste vide. La vengeance ne comble jamais le vide qu'elle est censée combler, dit doucement Margaret. Elle ne fait que l'agrandir. Alors qu'est-ce que j'étais censé faire? Les laisser s'en tirer? Non. Mais il y a une différence entre la justice et la vengeance. La justice vise à réparer les choses. La vengeance vise à faire souffrir. J'ai pensé à Jake travaillant dans la vente au détail, luttant pour survivre. À Jessica, ses rêves d'enseigner aux enfants détruits. À Rachel, assise en prison, attendant un procès qui pourrait l'envoyer en prison pour des décennies. À Tyler, vivant dans la misère, faisant face à la prison, séparé de son père mourant. Est-ce que tout cela avait réparé les choses, ou avais-je juste répandu ma douleur, m'assurant que tout le monde souffrait autant que moi? Je ne sais pas comment réparer ça, murmurai-je. Peut-être que tu ne peux pas, dit Margaret. Peut-être qu'il faut juste vivre avec, en tirer des leçons, et être meilleur à l'avenir. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le noir, écoutant les sons de mon oui retrouvé. Klaxons de voiture, musique lointaine, des gens riant quelque part au-dessus de moi. Tous les sons que j'avais désirés pendant mes années de silence, et tout ce que je voulais, c'était le calme. Le site web a continué de grandir. Plus d'articles, plus de commentaires, plus de haine. Teresa, l'avocate que Margaret avait engagée, a essayé de le faire fermer. C'est de la diffamation, potentiellement du dénigrement, certainement du harcèlement, mais retrouver qui l'a créé s'avère difficile. Ils se sont cachés derrière des VPN et un enregistrement de domaine anonyme. C'est Tyler, dis-je. On sait tous que c'est Tyler. Savoir et prouver sont deux choses différentes. Sans preuve, on ne peut pas engager de poursuite judiciaire. J'ai commencé une thérapie. Non pas parce que je pensais que ça aiderait, mais parce que j'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un. Ma thérapeute, le Dr Chin, était une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Parlez-moi de l'enregistrement, a-t-elle dit lors de notre première séance. Je lui ai tout raconté. Le dîner d'anniversaire, la restauration de mon ouïe que j'avais gardée secrète, les mots que j'avais entendus, le vin que j'avais versé, l'enregistrement que j'avais fait et partagé. Vous vous êtes senti trahi, a-t-elle dit. J'ai été trahi. D'accord. Et vous vouliez que justice soit faite? Oui. Mais l'avez-vous obtenue? Pensez-vous que justice a été rendue? J'ai ouvert la bouche, les refermé, j'ai pensé à Jake, Jessica, Rachel, Tyler, tous souffrant, leur vie en ruine. Je ne sais pas, ai-je finalement dit. Laissez-moi vous poser cette question. Si vous pouviez revenir en arrière, feriez-vous quelque chose différemment? Je les exposerais quand même. Ils le méritaient. Et tout ce qui a suivi? J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. Aux enquêtes que j'avais déclenchées, aux vies que j'avais démantelées, à la douleur que j'avais causée. Je ne sais pas, ai-je répété. Cette incertitude est importante, a dit le Dr Chin, cela signifie que vous êtes encore capable d'empathie, de remettre en question vos actions. Vous n'êtes pas une sociopathe en quête de vengeance sans conscience.
Vous êtes une personne blessée qui a réagi violemment. Ça ne rend pas la chose acceptable. Non, mais ça la rend humaine. Nous avons passé les séances suivantes à tout décortiquer. Le traumatisme de la perte de mon oui, l'isolement du handicap, la trahison des personnes en qui j'avais confiance, la rage qui avait alimenté ma vengeance. Vous savez ce que je pense ? A dit le docteur Chin lors de notre 5e séance. Je pense que vous devez leur parler. Pas à Tyler. Il est dangereux et instable. Mais aux autres, Jake, Jessica, Rachel. Entendre leur version. Pourquoi ferais-je ça? Parce qu'en ce moment, ce sont des caricatures pour vous. Des méchants dans votre histoire. Mais ce sont aussi des gens. Des gens compliqués, imparfaits, qui ont fait des choix terribles. Si vous pouvez les voir comme des humains, peut-être que vous pourrez trouver un peu de paix. L'idée me terrifiait, mais elle semblait aussi nécessaire. J'ai commencé par Jessica. Elle était retournée vivre chez ses parents, incapable de payer son propre loyer avec un salaire de barista. J'ai trouvé ses coordonnées par l'intermédiaire de Sarah, qui avait son propre réseau d'enquêteurs. J'ai envoyé un texto, on peut parler en personne? Juste nous deux. La réponse est venue 3 heures plus tard. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de comprendre. Comprendre quoi? Comment tu as détruit ma vie? Comprendre pourquoi tu as détruit la mienne d'abord. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un banc de parc au centre de la ville, assez public pour se sentir en sécurité, assez calme pour parler. Jessica avait l'air terrible, plus mince que dans mes souvenirs. Des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle s'est assise mais n'a pas voulu me regarder. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait, dis-je. Mais je veux comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pourquoi je me suis moqué de toi. Elle a ri amèrement. Parce que Tyler me l'a demandé. Parce qu'il m'a promis de l'argent pour t'aider à lui faire confiance. Parce que je croulais sous les dettes étudiantes et que j'étais désespéré. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Il te payait $500 par mois pour être ta meilleure amie, pour apprendre la langue des signes, pour te mettre à l'aise, pour lui rapporter ce que tu pensais, ce que tu ressentais, si tu soupçonnais quelque chose. Mon estomac se retourna. J'étais un travail pour toi. Au début. Mais ensuite, elle me regarda enfin, j'ai commencé à t'apprécier vraiment. Tu étais gentille, intelligente et drôle, et je me sentais coupable chaque fois que je prenais son argent. Mais j'en avais tellement besoin. Et il n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas grave, que tu ne saurais jamais, que tu serais heureuse. Jusqu'à mon anniversaire. Jusqu'à ton anniversaire, quand il a décidé que la blague serait plus drôle si on y participait tous, si on se moquait tous de toi pendant que tu étais assise là, sourde et confiante. Des larmes se mirent à couler. Je savais que c'était mal. Je le savais. Mais j'ai ri quand même, parce que tout le monde riait. Et si je ne le faisais pas, Tyler me couperait les vivres. Donc, tu as choisi l'argent plutôt que moi. J'ai choisi la survie plutôt que toi. Ça ne le rend pas juste, mais c'est la vérité. Elle s'essuya le visage. J'ai été une lâche. Je suis une lâche. Et je suis désolé. L'excuse semblait à la fois significative et insuffisante. Le truc de l'enseignement, dis-je, c'était réel, cependant. Tu as triché. Je l'ai fait, et je méritais de perdre ma licence. Mais Olivia, j'aimais enseigner. J'étais bonne à ça, malgré la façon dont j'ai eu le poste. Ces enfants méritaient un enseignant qualifié, et je le suis devenu, même si j'ai triché pour y arriver au départ. Ça ne le justifie pas, non, ça ne le justifie pas. Mais c'est compliqué, n'est-ce pas? On est tous plus compliqués que de simples méchants et victimes. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les enfants jouer sur le terrain de jeu, écoutant leur rire, quelque chose que je pouvais enfin entendre. Je ne te pardonne pas, dis-je finalement. Je ne te pardonnerai peut-être jamais. Mais je te comprends mieux maintenant. C'est plus que ce que je mérite, dit doucement Jessica. Nous nous sommes séparés sans nous étreindre, sans promesse de nous revoir. Mais quelque chose avait changé. La rage que j'avais ressentie envers elle s'était transformée en quelque chose de plus proche de la tristesse. J'ai ensuite rencontré Jake. Il était plus en colère que Jessica, plus sur la défensive. Tu as ruiné ma carrière pour quelques commentaires stupides, a-t-il dit.
Je travaille dans la vente au détail depuis 3 mois. Sais-tu ce que c'est après avoir été directeur de clientèle senior? Sais-tu ce que c'est que de s'asseoir à son dîner d'anniversaire et d'entendre des gens en qui tu as confiance se moquer de ton handicap? Il détourna le regard. C'était juste des paroles en l'air. On ne le pensait pas, vous le pensiez. C'est ça le problème. Vous pensiez chaque mot. Vous ne pensiez juste pas que je l'entendrais un jour. Alors tu as détruit ma vie. J'ai exposé ton espionnage industriel. Tu as détruit ta propre vie. Il n'eut aucune réponse à cela. Rachel, je n'ai pas pu la rencontrer. Elle était toujours en prison en attente de son procès et elle a refusé ma demande de visite. Son avocat a transmis un message par l'intermédiaire de Teresa. Mademoiselle Thompson estime que toute communication avec Mademoiselle Summers serait préjudiciable à sa santé mentale et potentiellement nuisible à son dossier. C'est juste. J'en ai appris plus sur sa situation par l'intermédiaire de Sarah, qui avait des contacts dans le monde juridique. Rachel vendait des pilules à des gens qui ne pouvaient vraiment pas se permettre des soins de santé, y compris une mère célibataire dont l'enfant avait besoin de médicaments pour l'asthme. Mais elle vendait aussi des analgésiques addictifs à des personnes luttant contre la toxicomanie, aggravant leurs difficultés pour le profit. Compliqué. Tout était si compliqué. 6 mois après mon dîner d'anniversaire, je me trouvais dans le jardin de Margaret et Steven, aidant à préparer un service commémoratif. Steven était décédé il y a 3 semaines, paisiblement, avec Margaret et Sarah à ses côtés. Tyler n'avait pas été invité au service. Il était actuellement en prison, en attente de son procès, sa caution ayant été révoquée après qu'il ait violé une ordonnance restrictive en se présentant chez Margaret et en essayant d'entrer de force. Le site web avait été retracé jusqu'à lui. Teresa avait rassemblé suffisamment de preuves pour une action en justice pour harcèlement, qui se poursuivait parallèlement à ses procès pénaux. Ma vie s'était calmée. L'attention virale s'était estompée à mesure qu'Internet passait à de nouvelles indignations. Quantum Marketing m'avait soutenu, et j'avais commencé à reconstruire ma réputation. Mais j'étais différente maintenant. Plus dure, plus prudente, moins confiante. Sarah s'est approchée de moi avec un verre de limonade. Comment tiens-tu le coup? Ça va. Et ta mère? En deuil, mais soulagée aussi, je pense. Papa souffrait tellement à la fin. Sarah fit une pause. Elle veut te parler. Après le service. Plus tard, après le départ des invités et le nettoyage par les traiteurs, Margaret et moi nous sommes assis sur son porche arrière, regardant le coucher du soleil. Je voulais te remercier, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour nous avoir montré qui était vraiment Tyler. Si tu ne l'avais pas fait, il aurait tout hérité, aurait continué à mentir, à voler et à blesser les gens. Elle me regarda. Tu nous as sauvés d'une terrible erreur. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait pour les bonnes raisons. Est-ce que ça a de l'importance? Le bien peut provenir de motivations imparfaites. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant un moment. Je pouvais entendre les oiseaux chanter, les carillons éoliens tinter, le son lointain de la circulation. Puis-je te demander quelque chose, a dit Margaret. Le regrettes-tu? Tout ce que tu as fait. J'ai réfléchi à cette question, j'y avais pensé tous les jours pendant 6 mois. Je regrette d'être allé si loin, dis-je finalement. Je regrette d'être devenu quelqu'un qui pouvait méthodiquement détruire des vies. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Je ne regrette pas d'avoir refusé d'être une victime. C'est honnête. La thérapie aide, dis-je avec un petit sourire. Margaret rit. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à y aller. Pour le deuil, pour la culpabilité à propos de Tyler, pour tout. La culpabilité n'est pas à toi de la porter. Je sais, mais je suis sa mère. Je ne peux m'empêcher de me demander où je me suis trompé. Ce que j'aurais pu faire différemment. Tu l'as aimé. Ce n'était pas une erreur. Je l'ai encouragé. C'était une erreur. Nous avons regardé le coucher du soleil s'assombrir de l'orange au violet puis au bleu profond. Le monde passant du jour à la nuit, du son au calme paisible. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Margaret. Vivre, dis-je simplement. Avancer. Essayer d'être meilleur que je ne l'étais, essayer d'être meilleur qu'il ne l'était. C'est tout ce que nous pouvons faire. J'entends toujours tout maintenant. Chaque conversation, chaque murmure, chaque son qui m'a manqué pendant 6 ans.
Mais j'ai appris à choisir ce que j'écoute, ce que je laisse m'affecter, ce que je laisse aller. Jake m'envoie un email tous les mois, toujours le même, je suis désolé. Je ne réponds pas, mais je ne le bloque pas non plus. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Jessica m'a contacté récemment pour me demander si on pouvait se revoir. J'ai dit, peut-être dans quelques mois. Je ne suis pas prête. Je ne serai peut-être jamais prête. Le procès de Rachel s'est terminé. Elle a accepté un accord de plaidoyer, 8 ans dans une prison fédérale. Son avocat a soutenu qu'elle avait aidé des personnes qui ne pouvaient pas se permettre des soins de santé, que ses intentions étaient bonnes, même si ses méthodes étaient illégales. Le juge n'a pas été convaincu. Le procès de Tyler est toujours en cours. Plusieurs accusations, plusieurs juridictions. Sarah pense qu'il prendra 15 à 20 ans quand tout sera terminé. Il sera d'âge moyen quand il sortira, s'il sort. Parfois, je me sens coupable de cela, de l'ampleur de ce que j'ai mis en branle. D'autres fois, je me souviens d'être assise à cette table, sourde et confiante, pendant qu'il se moquait de moi, pendant qu'il complotait pour m'utiliser, pendant qu'il traitait mon handicap comme une blague. Et la culpabilité s'estompe. Le docteur Chin dit que je fais des progrès. Que le fait de pouvoir ressentir à la fois la culpabilité et la colère est sain, signifie que je traite plutôt que de refouler. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai fait était juste. Je sais que c'était efficace. Je sais que c'était complet. Je sais que c'était dévastateur. Mais juste, c'est plus difficile à dire. Ce que je sais, c'est ceci. Je refuse d'être une victime. Je refuse de les laisser s'en tirer avec une cruauté déguisée en amitié. Je refuse que mon handicap soit utilisé comme une arme contre moi. Que cela fasse de moi une héroïne ou une méchante dépend probablement de qui raconte l'histoire. J'essaie juste d'être humaine, compliquée, imparfaite, capable à la fois de miséricorde et de colère. Et j'apprends à vivre avec le son de ma propre conscience. Certaines nuits, elle murmure, certaines nuits, elle crie. Mais je l'entends aussi clairement que le jour. Et j'apprends enfin à écouter.